Deux membres du Conseil présidentiel de transition ainsi qu'un ministre du gouvernement ont été sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. L'annonce a été faite le mercredi dernier par le département d'État américain qui précise que ces sanctions visent à tenir ces responsables pour coupables de leur implication dans des actions contribuant à la déstabilisation d'Haïti et de la région. Les deux membres du CPT sanctionnés par les États-Unis ce mercredi dernier sont Leslie Voltaire et Smith Augustin. Quant au ministre annoncé, il s'agit du ministre des Finances, Alfred Metellus, selon ce qu'a confirmé une source diplomatique à notre journal. La ville de Port-de-Paix devrait se doter dans les prochains mois d'un aéroport international. C'est ce qu'a annoncé le mardi dernier le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale AN. Selon lui, les études nécessaires à la construction de l'infrastructure sont déjà achevées. De son côté, le président de la Chambre du commerce du Nord-Ouest, Jordan Iraverdul, a confirmé à notre journal que la Chambre a pris toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la réalisation du projet. Il a précisé que plusieurs démarches ont été déjà engagées afin de concrétiser ce projet, longtemps attendu par la population de Port-de-Paix. L'initiative 24 avril demande au CPT de remettre le pouvoir à un juge de la Cour de cassation le 7 février 2026 prochain, date qui marque la fin de leur mandat. Dans une note adressée au CPT, l'initiative 24 avril précise que ce dernier ne peut pas prolonger son mandat conformément au décret sur la création et le fonctionnement du CPT, ainsi qu'à l'accord du 3 avril. L'initiative 24 avril invite donc le CPT à se préparer à passer le pouvoir à un juge de la Cour de cassation. L'administration américaine se dit prête à mener une intervention militaire afin de combattre les gangs en Haïti et dans la Caraïbe. C'est ce qu'a déclaré avant-hier le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors d'une séance au Sénat. Selon lui, les gangs représentent une menace pour les États-Unis d'Amérique et pour toute la région. Toujours d'après Marco Rubio, ces gangs sont à la base des vagues d'immigration massive vers les États-Unis et sont impliqués dans divers trafics de drogue. Alors que dans la circulaire numéro 013, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a fait savoir que toutes les subventions sont interdites. Cette mesure s'applique à tous les ordonnateurs de l'administration publique nationale, a précisé le chef du gouvernement dans sa circulaire publiée le 27 janvier dernier. Selon les informations dont dispose notre journal, certaines institutions étatiques, notamment des directions générales proches du CPT, s'apprête à distribuer des chèques de subvention, une décision qui pourrait placer ces ordonnateurs dans une situation délicate dans les prochains jours. Une source gouvernementale confirme qu'un membre du gouvernement est actuellement dans l'œil du cyclone pour avoir accordé d'importantes subventions à certaines organisations proches du CPT. Un directeur général serait également suivi près dans cette affaire de subvention à quelques jours de la fin du mandat du CPT. Destitution de Laurent Saint-Cyr, Smith Augustin en mode Ponce Pilate invite ses collègues à la raison alors qu'il avait revendiqué son nationalisme après avoir apposé sa signature au bas de la résolution visant la révocation du Premier ministre. Smith Augustin prend désormais ses distances vis-à-vis de la résolution portant sur la destitution du coordonnateur du CPT. Dans une lettre adressée à ses pairs, le pseudo-nationaliste fait savoir qu'au regard de la position des pays amis d'Haïti opposés à la révocation du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et du fait que cette résolution n'a jamais été publiée, il ne serait pas bénéfique pour le pays d'engager une procédure de destitution contre le coordonnateur du CPT, Laurent Saint-Cyr, qui selon lui risquerait d'échouer. Les culpés pour corruption, Smith Augustin fait savoir à ses collègues qu'il ne les accompagnera pas dans cette démarche et ce jusqu'au 7 février 2026 prochain, date marquant la fin de leur mandat.
Le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM a invité 12 blocs politiques ainsi que plusieurs organisations de la société civile à une rencontre qui a tenu par visioconférence le vendredi 30 janvier à 4 p.m. Selon nos informations, les discussions avaient porté sur plusieurs propositions. Quelles sont-elles? Vous avez tous les détails vous aurez tous les détails dans ce bulletin d'information. Rencontre le groupe des personnalités éminentes GPE le vendredi dernier. Plusieurs blocs invités menacent de ne pas répondre à l'invitation, estimant qu'un dialogue entre Haïtiens est plus important que de participer à cette rencontre pour faire passer le temps. On précisé plusieurs acteurs à notre journal. L'un des membres de l'accord Montana, Ted Syndic, a déclaré à notre journal que l'accord Montana publiera une position officielle concernant cette rencontre. Par ailleurs, le groupe des 10 réaffirme que la recherche d'une solution haïtienne demeure prioritaire. Le mouvement La Jeunesse qui s'avlait estime également que la solution doit venir des Haïtiens eux-mêmes. Et précise qu'à partir du 7 février, le pays ne connaîtra pas de vide institutionnel. Le Conseil des ministres assumera la direction du pays, conformément à l'article 28.1 du décret portant création et fonctionnement du CPT. Ce mouvement souligne qu'il revient désormais aux acteurs de s'asseoir pour déterminer comment le pays sera dirigé. Toutefois, selon cette structure, les tâches gouvernementales au cours de la transition devrait être confié à des technocrates. Dans l'agenda envoyé aux participants pour la rencontre du vendredi passé, la CARICOM présente toutes les options sur la table. Un exécutif bicéphale ou monocéphale. En ce qui concerne la composition du gouvernement, la CARICOM se veut claire. Celui-ci doit être formé de technocrates sans appartenance politique. Il est également prévu la mise en place d'un organe de surveillance de la transition chargé de veiller au respect des réglementations administratives et financières ainsi qu'à la bonne gouvernance. Cette structure devra être constituée en collaboration avec les institutions de contrôle de l'État. La feuille de route du gouvernement s'articulera autour de 4 priorités: la sécurité, l'organisation d'élections libres et équitables, le développement humanitaire et le développement social. Selon ce document, dont le journal dispose une copie, la durée de la transition sera d'1 an et prendra fin le 7 février 2027. Le maintien du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à son poste est essentiel de la lutte contre les gangs en Haïti, a déclaré l'ambassadrice Jennifer Loseta, représentante politique suppléante des États-Unis auprès de l'ONU pour les affaires politiques spéciales. Selon elle, le Conseil présidentiel de transition doit être dissous le 7 février prochain afin d'éviter que les acteurs politiques corrompus n'interfèrent dans l'administration haïtienne. Elle a fait ses déclarations avant-hier lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la prolongation du mandat de MINU pour 1 année. À l'exception du groupe des 10, toutes les structures invitées à la rencontre avec la CARICOM prévues se sont entretenues avec le congrès politique. Elles se sont accordées sur un seul point de langage. La crise doit être résolue par les Haïtiens eux-mêmes et un dialogue interhaïtien est indispensable dans le cadre actuel des discussions avec la CARICOM. Selon notre contact, ces structures ont indiqué qu'elles transmettront ce message aux éminentes personnalités concernées
Il est à noter que le G10 a écrit à la CARICOM pour l'informer qu'il ne participera pas à la réunion, cette structure étant composée de plusieurs entités politiques autonomes. La résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui prolonge le mandat du BINU confie à ce dernier, en son article 2 alinéa I, la mission de faciliter le dialogue interhaïtien afin de soutenir le processus constitutionnel et politique en Haïti avec la participation de tous les acteurs. Avec cette décision, les Nations Unies ont définitivement écarté la CARICOM du dialogue, a fait savoir un acteur haïtien à notre journal, selon lequel sera présent aux discussions avec la CARICOM au même titre que le CPT a échoué dans la gestion du pays. La CARICOM, elle aussi, échoué dans sa médiation en Haïti, nous a confié ce responsable politique. Le BINU doit renforcer l'ULCC dans la lutte contre la corruption afin de faciliter le travail du comité de sanctions mis en place par l'ONU. C'est ce qu'on peut lire dans la résolution publiée qui prolonge le mandat du BINU pour une année supplémentaire. Selon le point 4 de ce document, le BINU est appelé à appuyer les autorités haïtiennes, notamment l'ULCC, dans le mécanisme de signalement des sanctions. Cette disposition intervient à un moment où le CPT a pris un décret visant à réduire l'ULCC à sa plus simple expression, une décision dénoncée par toutes les couches de la société civile qui exige le retrait pur et simple de ce décret. C'est brutal. Smith Augustin fut à ses débuts celui que certains voyaient comme la promesse d'une relève. Le plus jeune des conseillers présidentiels, il aurait pu incarner une projection d'avenir, une figure de renouveau capable de parler au pays par-delà les ruines du système, mais il a choisi le confort des privilèges au détriment du courage des convictions. Depuis son arrivée au CPT, il a privilégié ses intérêts personnels, ses deals d'influence, ses ambitions voilées, au détriment du mandat collectif qu'il prétendait servir. Il a troqué la rectitude morale contre des alliances de circonstances. Il a courbé la colonne vertébrale du CPT pour satisfaire des intérêts personnels pendant que le pays sombrait dans la désespérance. C'est ce qu'on a lu dans la note. Le mandat du conseil présidentiel se termine dans 2 jours. Ce conseil qui a sombré durant ces 22 mois représente un véritable fiasco pour le pays. Plusieurs États, dont les États-Unis et le Canada, ont qualifié certains de ses conseillers de bandits. Le CPT ayant failli à sa mission avant la fin de son mandat, même pris des décrets visant à protéger ses arrières. Ces décrets devront être annulés après le 7 février. Selon notre journal, le journaliste dénonce également la manière dont les conseillers présidentiels cherchent à affaiblir les organes de contrôle, notamment l'ULCC. Il précise que le pouvoir de l'ULCC sera, au contraire, renforcé après le 7 février. Certaines personnes épinglées par cette institution pourraient être arrêtées, voire extradées vers d'autres pays. Toujours selon notre journal, le BINU a reçu mandat du Conseil de sécurité de l'ONU pour renforcer le travail de l'ULCC. Parallèlement, la force chargée de la répression des gangs disposera de sa propre gouvernance et n'agira pas nécessairement de concert avec la PNH. Les FADH pourront également intervenir seuls pour mener des opérations et procéder à des arrestations. Face à la faillite de l'État haïtien dans l'accomplissement de sa mission, la communauté internationale semble décidée à prendre les choses en main lors de la prochaine transition. Smith Augustin et ses alliés se réclament de nationalisme de façade, mais leur nationalisme n'a jamais consisté qu'à protéger leurs propres enclaves de pouvoir, pendant que la population s'enfonçait dans la peur, la faim et l'anarchie.
Ils ont gardé le silence pendant que les armes circulaient et que l'État se fragmentait. Ils ont convoqué des réunions creuses et des réformes fictives. Et maintenant, à l'heure du bilan, il se découvre une indignation diplomatique, un refus de l'ingérence étrangère. Après avoir sollicité, applaudi et attendu le même appui étranger pour se maintenir, le vrai nationaliste, c'est celui qui élève la dignité du pays dans la constance, non celui qui la récupère de la panique, c'est celui qui refuse de trahir l'État même quand personne ne regarde. Un vrai nationaliste n'a pas besoin de micro ni de communiquer. Ses actes plaident pour lui. Le message est clair, ce n'est pas le peuple qu'il cherche à défendre, mais sa place dans le récit de la crise. Ce n'est pas la souveraineté qu'il veut sauver, mais sa capacité à se présenter demain comme celui qui s'est battu jusqu'au bout après avoir cautionné le naufrage. C'est ce qu'on lit dans la note. Dans la cacophonie de la CARICOM, rien n'a été décidé et rien ne peut l'être. La rencontre ressemblait à un véritable dialogue de sourds. Personne ne comprend personne et même les personnalités de la CARICOM se sont noyées dans les débats. Certains acteurs politiques utilisent les pourparlers initiés par la CARICOM pour faire pression sur le Premier ministre Alix Didier Fizimé. Les acteurs politiques présents à la rencontre se disent frustrés car l'organisation hémisphérique évoque la mise en place de technocrates au sein du prochain gouvernement. Sans appartenance politique, le prochain gouvernement, selon eux, ne doit pas être composé de dirigeants corrompus qui manipulent les gangs. Les autorités américaines ont déjà prédit ce qui risque de se passer après le 7 février prochain. Un papier signé par notre journal. Le SPNH 17 dément les informations selon lesquelles des armes et des munitions de la PNH auraient été égarées au cours de l'année 2025. Dans une note, le SPNH 17 qui cite le responsable de l'armement, le commissaire Azov Fitzgerald, précise que 370 fusils TQ4 ont été empruntés par la PNH auprès du haut état-major des forces armées d'Haïti dans le cadre de la lutte contre le banditisme et que ce dossier a été enregistré conformément aux procédures. Selon le syndicat de la PNH, le système de contrôle des armes et de munitions est dûment supervisé par le BINU et l'ANL. Le coordonnateur du SPNH 17, Gary Jean-Baptiste, confirme que ce dossier a été monté dans le but de nuire à l'ancien directeur général de la PNH, Normil Rameau, qu'il considère comme l'un des DG les plus crédibles qu'ait connu qui a connu la police nationale d'Haïti. Le mandat du CPT qui doit prendre fin le 7 février présente un bilan catastrophique sur le plan humanitaire. Installé à la tête du pouvoir le 25 avril 2024, ce pouvoir a vu, selon les Nations Unies, plus de 10 000 personnes perdre la vie. Pour la seule année 2025, on dénombre plus de 6 000 morts. Des massacres ont été enregistrés à Cité-Soleil et à Pont-Sondé. Les gangs sont devenus plus puissants, selon les Nations Unies, mettant en lumière les capacités du CPT à lutter efficacement contre la criminalité. En avril 2024, date de l'installation du CPT, et décembre 2025, le nombre de personnes en insécurité alimentaire est passé de 4 millions à 6,7 millions. Ces chiffres illustrent l'échec des conseillers présidentiels qui,
au lieu de prendre des mesures pour résoudre la crise, l'ont aggravé et ont piétiné l'accord du 3 avril ayant donné naissance à la transition. L'échec de cette transition constitue aussi celui de tous les partis politiques associés au pouvoir intérimaire. La nouvelle transition devra se faire sans ces partis qui doivent plutôt se préparer à participer aux prochaines élections. C'est ce qu'on a lu dans notre journal. À 2 jours du mandat du CPT, l'heure est au bilan, mais aussi aux dénonciations. Ce lundi, le directeur général du ministère de la Défense figure parmi les dénonciateurs. Ce haut fonctionnaire de l'État accuse le ministre de la Défense d'avoir décaissé plusieurs millions de goudes pour des projets qui, selon lui, n'ont jamais été réalisés. Le DG cite notamment 160 millions de goudes destinés à la construction d'une ferme à Belader, 80 millions pour la réhabilitation de la base du grand quartier général des FADH au Champ de Mars et 50 millions pour la base du bicentenaire au centre-ville de Port-au-Prince. Jean-Ronel Sistanis crie au scandale et appelle les institutions de contrôle à diligenter des audits et des enquêtes. Il convient de souligner que le directeur général et le ministre de la Défense auraient tous deux été parrainés par le conseiller présidentiel inculpé pour corruption, Smith Augustin. De la fin du mandat du CPT, l'heure est aux transactions, aux manœuvres et aux désaccords. L'initiative du 24 avril annonce que le président de la Cour de cassation dirigera le pays à partir du 7 février prochain en tant que président de la République. Cependant, le consensus politique rejette cette approche, la qualifiant d'unilatérale. Selon ses représentants, une telle démarche risque d'aggraver davantage une transition déjà fragilisée. Dans une note, le consensus affirme adhérer au principe voulant qu'un juge de la Cour de cassation prenne les règles du pouvoir après le 7 février, mais insiste sur le fait que cela doit se faire selon les normes établies. Il convient de rappeler que l'initiative du 24 avril avait annoncé que le juge Lebrun avait accepté de devenir président le 7 février prochain. Toutefois, selon des informations recueillies par notre journal auprès de son entourage, le juge se montre prudent. Il n'a jamais donné son accord, précisant simplement que la Cour de cassation est prête, à condition qu'un accord soit trouvé entre toutes les forces vives de la nation sur ce dossier. D'autres juges de la Cour, également contactés par notre journal, ont indiqué qu'ils ne souhaitent pas s'impliquer dans cette initiative qu'ils jugent déjà vouée à l'échec. Le Conseil national des démocrates, CND, plaide en faveur d'une solution haïtienne pour résoudre la crise à l'issue du 7 février, date marquant la fin du mandat du CPT. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi dernier, les membres du CND estiment que le CPT doit se retirer
car il a échoué sur toute la ligne. Le CND considère également que l'échec du CPT représente celui de la CARICOM qui n'a pas bien géré les négociations d'avril 2024. Dossier TPS, une lueur d'espoir pour les Haïtiens bénéficiaires de ce programme aux États-Unis d'Amérique. Le juge Anna Sepreniès a ordonné le lundi dernier la suspension temporaire de la décision de l'administration Trump mettant fin au Temporary Protect Status TPS pour les ressortissants haïtiens. Elle estime que le gouvernement n'a pas suffisamment pris en compte les risques graves auxquels seraient exposés les Haïtiens en cas de retour forcé dans leur pays. Dans son ordonnance et lors des audiences, la juge a relevé des incohérences entre les évaluations de la situation en Haïti et la volonté de mettre fin au TPS. De côté, les autorités américaines décrivent Haïti comme frappé par une violence extrême avec des niveaux d'insécurité très élevés, justifiant des fortes mises en garde aux voyageurs. De l'autre, le DHS soutient que les conditions permettraient le retour des bénéficiaires du TPS. Cette contradiction, selon la juge, affaiblit la justification avancée pour mettre fin à la protection temporaire accordée aux Haïtiens. Le dialogue interhaïtien initié par les 4 conseillers présidentiels à l'hôtel Montana s'est terminé le mardi dernier. À l'issue des discussions, les participants ont plaidé pour la mise en place d'un collège présidentiel composé de 3 membres, un représentant de la Cour de cassation, un désigné au sein du CPT et un autre issu de la société civile. Toutefois, cette initiative risque de ne pas aboutir car plusieurs estiment que si le CPT à 9 membres a échoué, une formule similaire connaîtra le même sort. Entre-temps, chaque structure continue de défendre sa propre proposition d'accord. Les bateaux de l'armée américaine qui se trouvent actuellement dans la baie de Port-au-Prince sont présents dans le cadre de l'opération Southern Spear, a précisé l'ambassade des États-Unis en Haïti dans ce communiqué. Selon ce dernier, la présence de ces militaires américains témoigne de l'engagement indéfectible des États-Unis en faveur de la sécurité, de la stabilité et de l'avenir meilleur pour Haïti. Ces soldats américains se trouvent dans la zone à 2 jours de la fin du mandat du CPT qui, la semaine dernière, avait préparé une résolution visant à renverser le Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé, une décision dénoncée par les États-Unis. Le fait que des conseillers présidentiels aient été sanctionnés est interprété comme un signal fort envoyé par Washington au CPT. S'il cherche à se maintenir au pouvoir en forçant la main, il s'expose à de sérieuses complications politiques. De la fin du mandat du CPT, plusieurs ministres ainsi que des directeurs généraux ont pris des mesures en dehors des normes établies. Plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres du MSPP, de l'Éducation nationale, des Affaires sociales, entre autres, ont décidé d'accorder des lettres d'affectation à plusieurs agents du Trésor public en violation de la loi sur la fonction publique. Par ailleurs, certaines directions générales ont choisi d'émettre des chèques de subvention malgré la mise en garde du chef du gouvernement, Alex Didier-Fils-Aimé, qui a interdit toute subvention au sein de l'administration publique nationale jusqu'à nouvel ordre. Ces ordonnateurs ont donc décidé de passer outre la décision du Premier ministre, une attitude qu'ils risquent de payer fort selon nos informations.
Madame, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Bye bye, à la prochaine.